Imaginez un monde où la pluie qui tombe du ciel n'est pas de l'eau, mais du méthane liquide. Où les rivières qui serpentent à travers les paysages ne charrient pas de l'eau, mais de l'éthane. Où les montagnes ne sont pas faites de roches, mais de glace d'eau aussi dure que du granit. Et où la température est si glaciale que l'air lui-même vous gèlerait instantanément si vous osiez respirer. Ce monde existe. Il s'appelle Titan. Et il pourrait abriter une forme de vie si étrange, si radicalement différente de tout ce que nous connaissons, que nous serions pour elle ce que la lave en fusion est pour nous, un enfer absolu. Mais avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'un monde mort et hostile, laissez-moi vous dire ceci. Sur Titan, 2 mystères chimiques défient toute explication. Le premier, c'est du méthane qui ne devrait pas être là. Le second, c'est de l'hydrogène qui disparaît sans raison. Et ces 2 anomalies pointent vers la même conclusion troublante. Quelque chose, là-bas, respire. Quelque chose transforme ces gaz. Quelque chose vit. Mais si cette vie existe vraiment, elle ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais imaginé. Elle ne boit pas d'eau. Elle ne respire pas d'oxygène. Ses cellules ne sont pas faites de graisse, mais de plastique. Et pour elle, notre Terre serait un brasier infernal, une planète de lave où l'eau liquide bouillonne comme du métal en fusion. Avant de plonger dans cette enquête chimique qui pourrait bouleverser notre compréhension de la vie dans l'univers, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le pouce en l'air. Chaque semaine, nous explorons les mystères les plus fascinants du cosmos, et vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. Titan est la plus grande lune de Saturne. Si vous la placez à côté de notre lune, elle la ferait paraître minuscule. Elle est même plus grande que la planète Mercure. Mais sa taille n'est pas ce qui la rend unique. Ce qui rend Titan absolument extraordinaire, c'est qu'elle est le seul endroit du système solaire, à part la Terre, où vous pourriez vous tenir debout à la surface et voir des nuages dans le ciel, sentir la pluie tomber, observer des rivières couler vers des mers, et regarder ce liquide s'évaporer pour recommencer le cycle. Un cycle hydrologique complet, comme sur Terre. Sauf que sur Titan, ce n'est pas de l'eau qui circule, c'est du méthane, du gaz naturel liquide. Et cette simple différence change absolument tout. Lorsque la sonde Huygens de l'Agence spatiale européenne a plongé à travers l'atmosphère épaisse de Titan en janvier 2005, elle a révélé un paysage qui a stupéfié les scientifiques. Des images ont montré des canaux sinueux qui ressemblaient à des lits de rivières asséchées, des plaines lisses qui évoquaient des fonds lacustres, des réseaux de drainage qui auraient pu être dessinés sur Terre. Mais la température à la surface était de moins 179 degrés Celsius. À cette température, l'eau est aussi solide que le béton. Le méthane, en revanche, est liquide, et il coule. L'atmosphère de Titan est épaisse, vraiment épaisse. La pression à la surface est 1,5 fois celle de la Terre. Si vous vous teniez sur Titan, vous sentiriez une pression comparable à celle que vous ressentez en nageant à 15 mètres sous la surface d'un océan terrestre. Cette atmosphère dense est composée à 95% d'azote, exactement comme sur Terre. Mais les 5% restants, ce n'est pas de l'oxygène, c'est du méthane. Et c'est ce méthane qui crée toute la magie et tout le mystère de Titan. Quand les rayons ultraviolets du Soleil frappent les molécules de méthane dans la haute atmosphère de Titan, ils les déchirent. Les fragments se recombinent pour former des molécules de plus en plus complexes. De l'éthane, du propane, de l'acétylène, du benzène. Des composés organiques que nous associons à la chimie de la vie. Ces molécules forment une brume orange épaisse qui enveloppe tout Titan, lui donnant cette couleur dorée caractéristique que nous voyons sur les images. Puis, ces molécules deviennent si lourdes qu'elles tombent, comme de la neige. Mais une neige faite de carbone, d'hydrogène et d'azote. Une neige organique qui s'accumule à la surface, formant des dépôts épais de plusieurs dizaines de mètres. La mission Cassini, qui a orbité autour de Saturne pendant 13 ans, a cartographié Titan avec un radar capable de percer la brume.
Et ce qu'elle a découvert était encore plus extraordinaire. Au pôle de Titan, il y a des lacs. Pas de petites flaques. Des lacs gigantesques. Certains sont plus grands que les grands lacs d'Amérique du Nord. Le plus grand, appelé Kraken Mare, a une superficie comparable à la mer Caspienne. Ces lacs ne sont pas remplis d'eau. Ils sont remplis de méthane liquide et d'éthane liquide. Vous pourriez naviguer sur ces mers si vous aviez un bateau capable de résister au froid extrême. Les vagues se formeraient, des tempêtes pourraient surgir, des plages de sable organique s'étendraient le long des côtes. Mais voici où les choses deviennent vraiment étranges. Entre l'équateur et les pôles de Titan, Cassini a découvert d'immenses champs de dunes. Des dunes qui s'étendent sur de milliers de kilomètres. Elles ressemblent aux dunes du Sahara ou à celles de la Namibie. Mais elles ne sont pas faites de sable de silice. Elles sont faites de grains organiques solides. Des particules de cette neige chimique qui tombe du ciel. Des grains aussi noirs que du charbon. Et le vent les pousse, formant des vagues figées dans le paysage, exactement comme sur Terre. Titan a des saisons. Elle a des nuages qui se forment et se dissipent. Elle a de la pluie qui tombe occasionnellement, créant des crues soudaines dans les canaux asséchés. Elle a un climat, un système météorologique dynamique. Et tout cela fonctionne avec du méthane au lieu de l'eau. Maintenant, vous pourriez penser que Titan est juste une version glaciale et bizarre de la Terre, une curiosité cosmique intéressante, mais morte. Et c'est là que vous auriez tort. Parce que sur Titan, quelque chose ne colle pas. Deux anomalies chimiques majeures suggèrent que quelque chose d'actif, quelque chose de vivant peut-être, transforme l'atmosphère de cette lune. Plongeons dans la première énigme, le mystère du méthane qui refuse de disparaître. Voici le problème. Le méthane dans l'atmosphère de Titan ne devrait pas être là. Pas en telle quantité. Pas après 4 milliards et demi d'années. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand le Soleil bombarde la haute atmosphère de Titan avec ses rayons ultraviolets, il brise les molécules de méthane. Cette destruction est constante, implacable. Chaque jour qui passe, du méthane disparaît. Il se transforme en d'autres composés qui finissent par tomber à la surface sous forme de pluie ou de neige organique. Les scientifiques ont fait les calculs. Avec le taux actuel de destruction du méthane par le rayonnement solaire, tout le méthane atmosphérique de Titan devrait avoir disparu en seulement 10 à 100 millions d'années. C'est long à l'échelle humaine, bien sûr, mais c'est ridiculement court à l'échelle cosmique. Titan existe depuis 4 milliards et demi d'années. Le méthane aurait dû disparaître il y a des éternités. Et pourtant, il est toujours là. L'atmosphère de Titan contient 5% de méthane. Constant, stable. Quelque chose recharge le réservoir. La question devient donc évidente. D'où vient ce méthane de remplacement ? Au début, les scientifiques ont pensé qu'il pourrait y avoir d'immenses réservoirs de méthane liquide cachés sous la surface. Des océans souterrains de méthane qui s'évaporeraient lentement pour alimenter l'atmosphère. Mais les mesures de Cassini ont montré quelque chose de surprenant. Il n'y a pas assez de méthane liquide à la surface pour expliquer le renouvellement. Les lacs et les mers polaires contiennent beaucoup de méthane, c'est vrai, mais pas assez pour compenser les pertes atmosphériques sur des milliards d'années. Alors, une autre hypothèse a émergé, le cryovolcanisme. Sur Terre, les volcans crachent de la roche en fusion. Sur Titan, où il fait si froid que l'eau se comporte comme de la roche, il pourrait y avoir des volcans qui crachent de l'eau liquide mélangée à de l'ammoniac. Et dans ce mélange, il pourrait y avoir du méthane dissous. Ces éruptions de glace liquide pourraient relâcher du méthane dans l'atmosphère. Cassini a d'ailleurs détecté quelques structures qui ressemblent à des volcans de glace, mais nous n'avons jamais vu d'éruption en cours. Nous n'avons que des indices géologiques, pas de preuves directes. Des chercheurs de l'Université de Nantes et de l'Université d'Arizona ont développé un modèle fascinant. Ils proposent que le méthane soit piégé dans une forme spéciale de glace, appelée clatrate de méthane. Imaginez une structure de glace d'eau où chaque molécule de méthane est emprisonnée dans une cage de molécules d'eau. Cette glace spéciale pourrait former une croûte épaisse sous la surface de Titan.
Et de temps en temps, quand cette croûte est réchauffée par l'intérieur de la Lune, elle libère son méthane piégé. Comme ouvrir une bouteille de champagne. Le gaz s'échappe violemment. Selon ce modèle, Titan aurait connu 3 épisodes majeurs de dégazage de méthane au cours de son histoire. Le premier, il y a environ 4 milliards d'années, peu après la formation de la Lune. Le deuxième, il y a environ 2 milliards d'années, quand le noyau rocheux de Titan a commencé à se réchauffer par radioactivité naturelle. Et le troisième, qui a commencé il y a 500 millions d'années et qui continue encore aujourd'hui. Nous vivons actuellement pendant cette période de dégazage actif. Mais voici le hic. Même cette explication élégante a ses limites. Les modèles prédisent que ce dégazage devrait ralentir. Dans quelques centaines de millions d'années, il s'arrêtera complètement. Titan s'asséchera. L'atmosphère s'éclaircira. Les lacs s'évaporeront. La Lune deviendra un monde très différent. Mais pour le moment, le méthane coule. Et nous ne savons toujours pas avec certitude d'où il vient. Toutes ces explications géologiques sont plausibles. Elles pourraient toutes contribuer au renouvellement du méthane. Mais il y a une autre possibilité. Une possibilité que personne ne voulait vraiment envisager sérieusement jusqu'à ce que la sonde Huygens envoie ses données. Une possibilité biologique. Et c'est là que la deuxième anomalie entre en jeu. L'anomalie qui a fait se redresser les astrobiologistes sur leurs chaises. La mystérieuse disparition de l'hydrogène. En 2005, quand la sonde Huygens a plongé à travers l'atmosphère de Titan, elle transportait un instrument appelé spectromètre de masse chromatographique en phase gazeuse. Ce nom compliqué désigne essentiellement un nez chimique ultrasensible. Cet instrument pouvait détecter et mesurer la composition exacte de l'atmosphère à différentes altitudes pendant la descente. Les scientifiques s'attendaient à trouver de l'hydrogène partout. Voici pourquoi. Quand le Soleil brise les molécules de méthane dans la haute atmosphère, il produit de l'hydrogène comme déchet. Cet hydrogène est extrêmement léger. Plus léger que l'azote, plus léger que le méthane. Il devrait donc flotter vers le haut de l'atmosphère et en partie s'échapper dans l'espace. Mais une partie devrait aussi descendre et s'accumuler près de la surface, poussée par les vents et les mouvements atmosphériques. Les modèles prédisaient qu'il devrait y avoir une concentration mesurable d'hydrogène près du sol, environ 1 pour 1000 de la composition atmosphérique. Mais ce n'est pas ce que Huygens a trouvé. Près de la surface, l'hydrogène était presque absent. Les concentrations mesurées étaient 1000 fois plus faibles que prévu. L'hydrogène disparaissait. Quelque chose le consommait. Quelque chose le retirait de l'atmosphère avant qu'il ne puisse s'accumuler. Et cette découverte a fait tilt dans l'esprit d'un scientifique de la NASA nommé Chris McKay. Parce que 5 ans plus tôt, en 2000, McKay et sa collègue Heather Smith avaient publié un article théorique audacieux. Ils avaient imaginé à quoi pourrait ressembler une forme de vie basée sur le méthane au lieu de l'eau. Et dans leur modèle, cette vie ferait exactement ce que Huygens venait d'observer. Elle consommerait de l'hydrogène. Laissez-moi vous expliquer le raisonnement. Sur Terre, la vie telle que nous la connaissons fonctionne sur un principe simple. Nous respirons de l'oxygène, nous mangeons des molécules organiques riches en énergie, comme des sucres, et notre métabolisme combine l'oxygène avec ces molécules pour libérer de l'énergie. Le déchet de ce processus ? Du dioxyde de carbone et de l'eau. C'est le mécanisme de base de presque toute vie terrestre. Mais sur Titan, il n'y a pas d'oxygène libre. Il n'y a pas d'eau liquide. Alors, comment une forme de vie pourrait-elle fonctionner ? McKay et Smith ont imaginé un métabolisme inversé. Au lieu de respirer de l'oxygène, les organismes titaniens respireraient de l'hydrogène. Au lieu de manger des sucres, ils consommeraient des molécules organiques, comme l'acétylène, qui pleut littéralement du ciel sur Titan. Et au lieu de produire du dioxyde de carbone, ils produiraient du méthane. Attendez, produire du méthane ? Oui. Ces organismes hypothétiques résoudraient les deux mystères en même temps. Ils consommeraient l'hydrogène, expliquant sa disparition. Et ils produiraient du méthane, expliquant pourquoi il ne s'épuise jamais. C'est élégant, c'est parfaitement circulaire,
c'est aussi complètement spéculatif. Mais voici ce qui est fascinant. Les chiffres correspondent. Mackay et Smith ont calculé que, si des organismes méthanogènes existaient sur Titan, ils auraient besoin de consommer de l'hydrogène à un certain taux pour survivre. Et ce taux prédit correspond presque exactement à la quantité d'hydrogène manquant mesurée par Huygens. La sonde Cassini a également détecté une autre anomalie. L'acétylène, cette molécule organique qui devrait s'accumuler à la surface de Titan en grande quantité, semble également manquer. Il y en a dans l'atmosphère, oui. Mais au pôle, près des lacs de méthane liquide, les concentrations sont plus faibles que prévu. Comme si quelque chose consommait l'acétylène au contact du liquide. Exactement comme le prédirait un métabolisme basé sur le méthane. Mais attention, et c'est crucial, une disparition chimique ne prouve pas l'existence de la vie. Il pourrait y avoir des processus purement chimiques, non biologiques, qui consomment l'hydrogène et l'acétylène. Des réactions de surface catalysées par des minéraux. Des processus photochimiques que nous ne comprenons pas encore. La science exige du scepticisme. Elle exige des preuves solides. Et pour le moment, nous n'avons que des indices intrigants. Pas de preuves définitives. Mais ces indices sont suffisamment troublants pour que les scientifiques commencent à se poser une question radicale. Si la vie existe sur Titan, à quoi pourrait-elle ressembler ? Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Parce que cette vie ne pourrait pas utiliser les mêmes structures cellulaires que nous. Elle aurait besoin de quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui fonctionne dans du méthane liquide à moins 180 degrés. Elle aurait besoin de membranes en plastique. Sur Terre, chaque cellule vivante est entourée d'une membrane. Cette membrane est comme un mur qui sépare l'intérieur de la cellule de l'environnement extérieur. Elle contrôle ce qui entre et ce qui sort. Elle maintient l'intégrité de la cellule. Et elle est faite de lipides. Des molécules grasses qui ont une tête qui aime l'eau et une queue qui déteste l'eau. Dans l'eau, ces lipides s'organisent spontanément en double couche. Les têtes qui aiment l'eau pointent vers l'extérieur, en contact avec l'eau. Les queues qui détestent l'eau se cachent à l'intérieur, loin de l'eau. Cette structure forme une barrière souple mais robuste. C'est la base de toute vie terrestre. Mais voici le problème. À la température de Titan, les lipides terrestres deviennent aussi rigides que du plastique dur. Ils ne peuvent plus former de membrane souple. Ils se solidifient. Alors, comment une cellule pourrait-elle fonctionner sur Titan ? En 2015, une équipe de chercheurs de l'université Cornell a proposé une solution brillante. Ils ont imaginé une membrane complètement différente. Une membrane faite non pas de lipides, mais d'un composé organique appelé acrylonitrile. L'acrylonitrile est une molécule simple. Elle contient du carbone, de l'hydrogène et de l'azote. Et elle existe sur Titan. Cassini l'a détectée dans l'atmosphère. L'acrylonitrile tombe sur Titan comme une neige chimique, tout comme d'autres composés organiques. Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques pour modéliser ce qui se passerait si des molécules d'acrylonitrile étaient plongées dans du méthane liquide. Et ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ces molécules s'auto-assemblent. Elles forment spontanément des structures sphériques creuses, des vésicules, exactement comme les lipides dans l'eau, mais avec une différence cruciale. Sur Terre, les membranes lipidiques ont leur partie hydrophobe à l'intérieur et leur partie hydrophile à l'extérieur. Sur Titan, ce serait l'inverse. Les membranes d'acrylonitrile auraient leur partie qui déteste le méthane à l'extérieur et leur partie qui l'aime à l'intérieur. Une polarité inversée. Un monde à l'envers, jusque dans l'architecture de la vie. Ces structures hypothétiques ont reçu un nom, les azotosomes, du grec azote, qui signifie azote, et soma, qui signifie corps, des corps d'azote. Les simulations ont montré que les azotosomes auraient des propriétés étonnamment similaires aux membranes lipidiques terrestres. Ils seraient flexibles. Ils pourraient s'étirer et se déformer sans se rompre. Ils formeraient une barrière semi-perméable,
laissant passer certaines molécules mais pas d'autres. En bref, il pourrait faire le même travail qu'une membrane cellulaire, mais dans un solvant complètement différent et à une température complètement différente. L'idée a captivé la communauté de l'astrobiologie. Des azotosomes, des cellules en plastique, une vie qui fonctionne dans du méthane liquide. C'était audacieux, c'était excitant, c'était révolutionnaire. Mais en 2020, une autre équipe de chercheurs, cette fois de l'Université de technologie de Chalmers en Suède, a jeté un seau d'eau froide sur cette idée. Enfin, un seau de méthane froid, techniquement. Ils ont refait les calculs avec des méthodes quantiques plus précises, et ils ont découvert un problème. Les azotosomes, bien qu'ils puissent techniquement exister et être stables une fois formés, ne se formeraient probablement pas spontanément dans les conditions réelles de Titan. Voici pourquoi. Pour qu'un azotosome se forme, les molécules d'acrylonitrile doivent s'assembler une par une. Mais chaque fois qu'une molécule s'ajoute à la structure en cours de formation, l'énergie totale du système augmente. Cela rend la formation de plus en plus improbable thermodynamiquement. Au lieu de s'assembler en membrane sphérique, l'acrylonitrile préférerait cristalliser, former une glace moléculaire solide, comme de la neige. Ce résultat a été décevant pour beaucoup, mais il ne ferme pas complètement la porte à la possibilité de membranes basées sur le méthane. D'abord, les calculs se concentraient uniquement sur l'acrylonitrile. Il pourrait y avoir d'autres molécules sur Titan, encore non identifiées, qui pourraient former des membranes plus facilement. Ensuite, les conditions à la surface de Titan ne sont pas uniformes. Il y a des variations de température, de pression, de composition chimique. Dans certains micro-environnements, peut-être près des évents cryovolcaniques ou dans des poches souterraines plus chaudes, les azotosomes pourraient se former malgré tout. Et plus récemment, en 2025, d'autres chercheurs ont proposé un mécanisme alternatif. Ils suggèrent que les azotosomes pourraient se former à l'interface entre des gouttelettes de brouillard et la surface des lacs de méthane. Dans ces conditions spéciales, les barrières thermodynamiques pourraient être surmontées. La science n'a pas tranché. Les azotosomes restent hypothétiques. Nous ne savons pas s'ils existent. Nous ne savons même pas s'ils peuvent exister dans la nature. Mais le simple fait qu'ils soient théoriquement possibles ouvre un monde de possibilités. Parce que si la vie peut fonctionner avec des membranes en plastique dans du méthane liquide, alors l'univers est potentiellement rempli de formes de vie que nous n'avons jamais imaginées. Des vies qui n'ont pas besoin d'eau. Des vies qui prospèrent dans le froid extrême. Des vies pour lesquelles notre Terre serait un enfer inhabitable. Et cette réalisation nous amène à une autre découverte stupéfiante sur Titan. Un secret enfoui profondément sous sa surface glacée. Parce que Titan n'a pas seulement des lacs de méthane à sa surface. Elle cache également un océan d'eau, un océan gigantesque. Et cet océan pourrait, lui aussi, abriter la vie, mais une vie différente. Une vie comme celle que nous connaissons. Titan pourrait être deux mondes en un, et ces deux mondes ne se touchent jamais. Pendant longtemps, les scientifiques ont soupçonné que Titan pourrait avoir un océan souterrain. Les indices étaient là. Des modèles thermiques suggéraient que l'intérieur de la Lune devrait encore contenir de la chaleur résiduelle de sa formation, ainsi que de la chaleur générée par la désintégration radioactive d'éléments comme l'uranium et le thorium dans son noyau rocheux. Cette chaleur pourrait maintenir de l'eau liquide sous la croûte glacée, malgré le froid extrême à la surface. Mais les modèles ne sont que des hypothèses. Les scientifiques avaient besoin de preuves directes, et ces preuves sont venues de la manière la plus inattendue, en mesurant comment Titan tourne. Imaginez que vous fassiez tourner un œuf cru et un œuf dur sur une table. Ils ne tourneront pas de la même manière. L'œuf dur, avec son intérieur solide, tourne régulièrement. L'œuf cru, avec son liquide intérieur, vacille et ralentit différemment. Le liquide à l'intérieur glisse indépendamment de la coquille. Titan fonctionne de la même manière. La Lune orbite autour de Saturne en 16 jours terrestres, et pendant cette orbite, les forces de marée de Saturne tirent et déforment Titan, exactement comme notre Lune déforme les océans terrestres en créant des marées.
Si Titan était entièrement solide, elle réagirait à ces forces d'une certaine manière. Mais si elle contenait un océan liquide sous sa croûte, cet océan glisserait indépendamment de la croûte, changeant la façon dont toute la Lune réagit aux marées. La sonde Cassini a cartographié la surface de Titan à plusieurs reprises pendant ses survols. Les scientifiques ont identifié des caractéristiques géologiques spécifiques, comme des lacs, des montagnes et des canyons. Puis ils ont cherché ces mêmes caractéristiques lors de survols ultérieurs. Et ils ont découvert quelque chose d'étonnant. Les caractéristiques de surface s'étaient déplacées. Pas beaucoup, seulement une trentaine de kilomètres. Mais ce déplacement était systématique. Toute la croûte de glace de Titan glissait légèrement par rapport à l'intérieur, comme une coquille d'œuf qui tournerait indépendamment du blanc. Ce phénomène ne peut s'expliquer que d'une seule façon. La croûte glacée de Titan flotte sur un océan liquide. Les mesures de gravité effectuées par Cassini ont confirmé cette hypothèse. En analysant comment la trajectoire de Cassini était légèrement déviée par la gravité de Titan lors de chaque survol, les scientifiques ont pu déduire la structure interne de la Lune. Et les résultats étaient sans équivoque. Sous une croûte de glace d'eau épaisse d'environ 50 à 100 km, il y a un océan global. Un océan qui entoure toute la Lune. Un océan profond de plusieurs centaines de kilomètres. Mais cet océan n'est pas de l'eau pure. À la profondeur où il se trouve, la pression est immense. Plusieurs centaines de fois la pression atmosphérique terrestre. À ces profondeurs, l'eau pure gèlerait malgré la chaleur géothermique. Alors, comment cet océan reste-t-il liquide ? La réponse est l'ammoniac. L'ammoniac agit comme un antigel naturel. Mélangée à l'eau, elle abaisse considérablement le point de congélation du mélange. Un océan composé d'eau et d'ammoniac pourrait rester liquide, même à des températures bien en dessous de 0 degré Celsius. Les modèles suggèrent que l'océan de Titan pourrait contenir jusqu'à 15% d'ammoniac. C'est une solution fortement alcaline. Le pH serait élevé, autour de 11 ou 12, comme de l'eau de Javel, pas exactement accueillant pour la vie telle que nous la connaissons. Mais des micro-organismes extrémophiles terrestres survivent dans des environnements tout aussi hostiles, dans des sources alcalines, dans des lacs salés, dans des eaux souterraines profondes. Alors, cet océan souterrain pourrait-il abriter la vie ? C'est une question ouverte. D'un côté, il y a de l'eau liquide. Il y a une source d'énergie sous forme de chaleur géothermique. Il pourrait y avoir des nutriments dissous. Ces trois ingrédients, eau, énergie, nutriments, sont les conditions de base pour la vie telle que nous la connaissons. D'un autre côté, cet océan est profondément enfoui, isolé de la surface par 50 km de glace solide. Comment des molécules organiques, ces composés riches en carbone qui tombent en abondance à la surface de Titan, pourraient-elles atteindre cet océan ? C'est le grand problème. Parce que sans carbone, sans composés organiques, la vie ne peut pas se former. Du moins, pas la vie basée sur la chimie du carbone. Mais il y a une possibilité. Les impacts de météorites. Quand un astéroïde ou une comète frappe la surface de Titan, l'énergie de l'impact est colossale. Elle fait fondre la glace. Elle crée un cratère rempli temporairement d'eau liquide. Et cette eau liquide se mélange avec les matériaux organiques de la surface. Pendant quelques heures, quelques jours, peut-être même quelques centaines d'années si le cratère est assez grand, ce mélange reste liquide. Puis il gèle à nouveau. Mais avant de geler, certaines de ces molécules organiques pourraient s'infiltrer à travers les fissures créées par l'impact. Elles pourraient descendre lentement à travers la croûte de glace. Et finalement, elles pourraient atteindre l'océan souterrain. Cela prendrait du temps, des millions d'années peut-être. Mais sur des échelles de temps géologiques, c'est possible. Et si cela se produit, alors l'océan souterrain de Titan pourrait recevoir régulièrement des apports de matière organique. De quoi nourrir une biosphère microbienne. Il y a aussi une autre possibilité, plus excitante, les cryovolcans. Si Titan a des volcans qui crachent de l'eau liquide mélangée à de l'ammoniac depuis l'océan souterrain,
alors ces éruptions pourraient créer des conduits temporaires entre la surface et l'océan. Des molécules organiques pourraient descendre. Des microbes, s'ils existent dans l'océan, pourraient même remonter. Cassini a détecté quelques structures qui pourraient être des cryovolcans, des dômes, des coulées qui ressemblent à de la lave glacée. Mais nous n'avons jamais vu d'éruption active. Nous n'avons que des indices géologiques. Pas de certitude. Ce qui est fascinant, c'est que Titan pourrait donc avoir deux biosphères complètement séparées. À la surface, dans les lacs de méthane liquide, une vie hypothétique basée sur le méthane, avec des membranes en plastique, respirant de l'hydrogène. Dans l'océan souterrain, une vie hypothétique basée sur l'eau, avec des membranes lipidiques classiques, utilisant peut-être des réactions chimiques entre l'eau et les roches pour obtenir de l'énergie. Deux formes de vie, sur le même monde, séparées par 50 km de glace, ne se rencontrant jamais, ne se connaissant jamais. Deux expériences évolutives indépendantes. C'est une idée vertigineuse. Si les deux existent, Titan serait le premier monde connu à abriter deux arbres de vie complètement distincts. Deux origines de la vie, deux biochimies, deux histoires. Sur une seule lune. Et si seulement l'une existe, cela serait déjà extraordinaire. Parce que cela prouverait que la vie peut émerger dans des environnements radicalement différents de ceux de la Terre. Que la vie n'est pas un accident unique. Qu'elle est peut-être une propriété émergente de la chimie complexe partout où les conditions le permettent. Mais pour le moment, tout cela reste de la spéculation. Nous avons des indices, nous avons des anomalies chimiques, nous avons des modèles théoriques. Mais nous n'avons pas de preuves directes de vie sur Titan, ni à la surface, ni dans les profondeurs. Ce dont nous avons besoin, c'est d'y retourner, de poser des instruments à la surface, de prélever des échantillons, d'analyser la chimie en détail. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Dans quelques années, une mission révolutionnaire décollera vers Titan, une mission qui volera, une mission qui explorera, une mission qui pourrait enfin répondre à la question « Sommes-nous seuls ?» Mais avant d'en parler, comprenons d'abord comment nous pourrions détecter la vie sur un monde aussi étrange. Détecter la vie sur Terre est facile. Vous regardez par la fenêtre et vous la voyez. Des arbres, des oiseaux, des insectes. Même dans les endroits les plus hostiles, la vie terrestre laisse des traces évidentes. Mais détecter la vie sur un monde gelé à 1 milliard de kilomètres, où cette vie serait fondamentalement différente de tout ce que nous connaissons, c'est une autre histoire. Comment reconnaître quelque chose que vous n'avez jamais vu ? Comment distinguer les processus biologiques des processus chimiques ordinaires ? Sur Titan, ce défi atteint un niveau de complexité sans précédent. Parce que Titan est un réacteur chimique géant. Des milliers de réactions organiques se produisent constamment. Du méthane se brise. Des molécules se recombinent. Des composés complexes se forment et se décomposent. Au milieu de ce chaos chimique, comment pourriez-vous repérer la signature subtile de la vie ? Les scientifiques ont développé plusieurs stratégies. La première consiste à chercher des déséquilibres chimiques. Sur Terre, la vie maintient l'atmosphère dans un état d'équilibre impossible sans elle. Notre atmosphère contient de l'oxygène et du méthane simultanément. Ces deux gaz réagissent chimiquement l'un avec l'autre. Ils ne devraient pas coexister. Mais les plantes produisent de l'oxygène, et certaines bactéries produisent du méthane, maintenant les deux en équilibre dynamique. Si un extraterrestre observait notre planète, il verrait cet équilibre impossible, et conclurait immédiatement qu'il y a de la vie. Sur Titan, nous cherchons quelque chose de similaire. L'hydrogène et l'acétylène devraient s'accumuler à la surface. Mais ils ne le font pas. Ils disparaissent. C'est un déséquilibre. Il pourrait être biologique. Ou il pourrait être causé par une chimie que nous ne comprenons pas encore. La deuxième stratégie consiste à chercher de l'homochiralité. C'est un mot compliqué pour un concept fascinant. Beaucoup de molécules organiques peuvent exister sous deux formes, qui sont des images miroirs l'une de l'autre, comme vos mains gauche et droite.
Elles ont la même structure, mais inversée. On appelle ces formes des énantiomères. Dans la chimie non biologique, ces deux formes se produisent en quantités égales, 50% gauche, 50% droite. C'est le résultat du hasard. Mais la vie choisit. Sur Terre, tous les acides aminés utilisés par les organismes vivants sont de la forme gauche. Tous les sucres sont de la forme droite. Cette sélection s'appelle l'homochiralité. Et elle n'a aucune raison chimique d'exister sans la vie. Si nous trouvions sur Titan des dépôts organiques où toutes les molécules d'un certain type sont de la même forme, cela serait un indice puissant de processus biologiques. Parce que la vie sélectionne. La chimie ordinaire ne le fait pas. La troisième stratégie consiste à chercher des motifs répétitifs dans les molécules. La vie terrestre construit des polymères, des longues chaînes de molécules répétées. L'ADN est un polymère de nucléotides. Les protéines sont des polymères d'acides aminés. Les sucres complexes sont des polymères de glucose. Cette répétition n'est pas aléatoire. Elle résulte de processus biologiques qui assemblent ces chaînes de manière contrôlée. Sur Titan, si nous trouvions des molécules organiques organisées en chaînes répétitives, cela suggérerait fortement une origine biologique. Parce que la chimie aléatoire produit rarement de telles structures ordonnées. Et puis il y a la stratégie la plus directe. Chercher des structures ressemblant à des cellules, des sphères organiques, des vésicules, des formes qui pourraient être des azotosomes ou quelque chose de similaire. Si nous voyons au microscope des structures rondes, avec une paroi définie, remplie de matériel organique, ce serait difficile à expliquer sans invoquer la biologie. Mais voici le problème. Toutes ces stratégies nécessitent des instruments sophistiqués, des spectromètres de masse pour analyser la composition chimique, des microscopes pour observer les structures, des chromatographes pour séparer les molécules, et il faut que ces instruments soient sur place, à la surface de Titan. Vous ne pouvez pas faire ces mesures depuis l'orbite. Vous ne pouvez pas les faire depuis la Terre. Il faut y aller. Il faut se poser. Il faut prélever des échantillons. Et c'est exactement ce que la mission Dragonfly va faire. Imaginez un drone. Mais pas n'importe quel drone. Un drone de la taille d'une petite voiture. Équipé de 8 rotors. Alimenté par un générateur nucléaire. Capable de voler pendant des heures dans l'atmosphère épaisse de Titan. Capable de se poser dans des endroits différents, de prélever des échantillons, de les analyser, puis de redécoller et de voler vers le prochain site intéressant. C'est Dragonfly, et c'est la mission spatiale la plus ambitieuse jamais conçue pour explorer une lune. Dragonfly décollera en juillet 2028. Elle voyagera pendant 6 ans à travers le système solaire, utilisant la gravité de Vénus et de la Terre pour accélérer. Puis elle plongera dans l'atmosphère de Titan en 2034. Contrairement aux missions précédentes qui se posaient une fois et y restaient, Dragonfly est conçu pour se déplacer, pour explorer, pour couvrir du terrain. La mission nominale durera 3 ans et 3 mois terrestres, mais sur Titan, c'est seulement 70 jours titaniens, parce qu'un jour sur Titan, appelé un tsol, dure 16 jours terrestres. Titan est verrouillé par les marées avec Saturne, montrant toujours la même face à sa planète mère, exactement comme notre Lune avec la Terre. Dragonfly effectuera un vol tous les 1 ou 2 tsols. Pendant la nuit titanienne, qui dure 8 jours terrestres, le drone restera au sol, ses batteries se rechargeant grâce au générateur thermoélectrique à radioisotope. Ce générateur utilise la chaleur de la désintégration radioactive du plutonium pour produire de l'électricité. C'est la même technologie qui alimente le rover Curiosity sur Mars. Mais sur Titan, avec son atmosphère dense et son faible ensoleillement, les panneaux solaires ne fonctionneraient pas. Le nucléaire est la seule option. Chaque vol couvrira plusieurs kilomètres. Dragonfly volera à basse altitude, entre 10 et 100 mètres au-dessus du sol. Ses caméras cartographieront le terrain. Ses instruments mesureront la composition atmosphérique en continu.
Et quand elle repérera un site intéressant, une dune inhabituelle, un affleurement rocheux, un dépôt organique de couleur étrange, elle descendra et se posera. Une fois au sol, un bras robotique se déploiera. Il prélèvera un échantillon du sol ou de la surface. L'échantillon sera amené à l'intérieur du drone, où se trouve le joyau de la mission, le spectromètre de masse Dragonfly. Cet instrument peut identifier des milliers de molécules différentes. Il peut détecter des composés organiques à des concentrations infimes. Il peut mesurer les rapports isotopiques révélant l'histoire chimique des matériaux. Il peut même détecter l'homochiralité, cette signature potentielle de la vie. Mais Dragonfly ne cherchera pas seulement la vie. Elle étudiera aussi la chimie prébiotique de Titan. Cette chimie qui pourrait ressembler à celle qui existait sur Terre avant l'apparition de la vie. Les molécules organiques complexes qui se forment sur Titan, les tholines, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, tous ces composés pourraient nous donner des indices sur comment la chimie simple devient la chimie complexe. Comment les briques de base de la vie s'assemblent. Sur Terre, cette chimie prébiotique a été effacée. Des milliards d'années d'activité géologique, de tectonique des plaques, d'érosion ont tout recouvert. Les roches les plus anciennes qui contiennent des traces de vie datent d'environ 3,5 milliards d'années. Avant cela, nous ne savons presque rien. Titan pourrait être une fenêtre sur ce passé perdu, une lune préservée dans un congélateur cosmique où la chimie prébiotique se déroule encore aujourd'hui, au ralenti, dans le froid extrême. Dragonfly transportera également des caméras haute résolution, des caméras qui fonctionnent dans le visible et dans l'infrarouge. Elles prendront des images détaillées de chaque site exploré. Elles chercheront des structures géologiques, des indices de cryovolcanisme, des canaux d'écoulement, des côtes lacustres. Et qui sait, peut-être verront-elles quelque chose d'inattendu. Une formation organique inhabituelle. Une structure qui ne devrait pas être là. L'histoire de la science est pleine de découvertes inattendues faites en regardant simplement avec attention. Dragonfly aura des yeux attentifs. Et contrairement aux missions précédentes qui devaient attendre des heures pour recevoir des instructions depuis la Terre, Dragonfly sera autonome. Elle prendra ses propres décisions. Si elle détecte quelque chose d'intéressant pendant un vol, elle pourra décider de s'arrêter et d'enquêter. Si elle rencontre un obstacle, elle pourra changer de trajectoire. Cette autonomie est essentielle sur un monde aussi éloigné où le signal radio met plus d'1 heure pour voyager dans chaque direction. Le site d'atterrissage initial a été soigneusement choisi. Dragonfly se posera dans la région de Shangri-La, près de l'équateur de Titan. C'est une zone de dunes, des dunes organiques qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Mais ces dunes ne sont pas uniformes. Elles contiennent des matériaux de différentes compositions. Certaines zones sont plus sombres, d'autres plus claires. Certaines contiennent plus de composés aromatiques, d'autres plus d'hydrocarbures simples. Cette diversité chimique en fait un laboratoire naturel. Dragonfly explorera différentes dunes, comparant leurs compositions, cherchant des motifs, essayant de comprendre comment ces matériaux organiques se distribuent et évoluent. Mais Shangri-La n'est que le début. Le véritable objectif de la mission se trouve à 80 km au nord, un cratère appelé Selk. Et ce cratère pourrait être l'endroit le plus intéressant de tout Titan. Selk est un cratère d'impact d'environ 80 km de diamètre. Il s'est formé il y a relativement peu de temps, peut-être quelques millions d'années seulement. Sur Titan, avec son atmosphère épaisse qui ralentit les impacteurs, et sa surface géologiquement active qui efface les cratères avec le temps, seuls les impacts les plus récents restent visibles. Selk est l'un d'eux. Et ce qui rend Selk spécial, c'est ce qui s'est passé immédiatement après l'impact. Quand l'astéroïde ou la comète a frappé la surface de Titan, l'énergie libérée était colossale. La chaleur de l'impact a fait fondre la glace d'eau qui constitue le substrat rocheux de Titan.
Elle a créé un cratère rempli d'eau liquide, un lac temporaire d'eau chaude. Et à la surface de Titan, il y avait des dépôts épais de matériaux organiques. Ces matériaux se sont mélangés à l'eau liquide du cratère. Pendant quelques heures, peut-être quelques jours, vous aviez de l'eau liquide en contact avec des composés organiques riches. C'est exactement la recette dont la vie a besoin pour démarrer. Bien sûr, cette eau n'est pas restée liquide longtemps. Dans le froid extrême de Titan, elle a commencé à geler presque immédiatement. Mais le processus de congélation prend du temps, surtout pour un lac aussi grand. Les modèles suggèrent que l'eau aurait pu rester liquide pendant des centaines d'années, peut-être même des milliers d'années. Et si le mélange contenait de l'ammoniac, ce qui est probable étant donné que l'impacteur pourrait avoir traversé la croûte de glace et atteint l'océan souterrain riche en ammoniac, alors l'eau aurait pu rester liquide encore plus longtemps. Dans ce laboratoire naturel temporaire, des réactions chimiques complexes auraient pu se produire. Des molécules organiques auraient pu se lier. Des polymères auraient pu se former. Peut-être même des structures ressemblant à des protocellules. Puis tout a gelé. Et ce qui s'est passé dans ce cratère est maintenant préservé, figé dans la glace, attendant d'être découvert. Dragonfly passera une partie importante de sa mission à explorer Selk. Elle volera jusqu'au bord du cratère. Elle descendra à l'intérieur. Elle prélèvera des échantillons à différents endroits. Au centre du cratère, où l'eau était la plus profonde et est restée liquide le plus longtemps. Sur les bords, où le mélange organique-eau a gelé rapidement. Dans les dépôts éjectés autour du cratère, qui contiennent des matériaux provenant des profondeurs. Chaque échantillon racontera une partie de l'histoire. Chaque analyse révélera quelles réactions chimiques se sont produites. Et peut-être, juste peut-être, l'une de ces analyses montrera quelque chose qui ne peut s'expliquer que par la vie. Une molécule trop complexe pour se former par hasard. Une homochiralité inexplicable. Une structure vésiculaire fossilisée dans la glace. Mais même si Dragonfly ne trouve aucune preuve de vie, même si toute la chimie qu'elle découvre peut s'expliquer par des processus non biologiques, la mission sera un succès phénoménal. Parce qu'elle nous montrera comment la chimie organique complexe fonctionne dans un environnement radicalement différent de la Terre. Elle nous enseignera quelles réactions sont possibles, quelles molécules se forment facilement, quelles barrières existent pour la complexité croissante. Et ces leçons seront inestimables pour comprendre comment la vie pourrait émerger ailleurs dans l'univers. Parce que Titan n'est probablement pas unique. Il y a des milliards de lunes dans notre galaxie. Beaucoup orbitent autour de planètes géantes gazeuses, tout comme Titan orbite autour de Saturne. Beaucoup pourraient avoir des atmosphères épaisses. Beaucoup pourraient avoir des océans souterrains. Si nous comprenons Titan, nous comprenons un archétype. Un modèle qui pourrait se répéter des milliards de fois à travers le cosmos. Et c'est là que l'histoire de Titan devient vraiment profonde. Parce qu'elle ne concerne pas seulement une lune gelée à 1 milliard de kilomètres. Elle concerne notre place dans l'univers. Elle concerne la question la plus fondamentale que l'humanité se pose depuis qu'elle a levé les yeux vers les étoiles. Sommes-nous seuls ? Et si la réponse est non, si nous découvrons que la vie existe ailleurs, même sous une forme microbienne étrange dans les lacs de méthane de Titan, cela changera tout. Absolument tout. Pensez à ce que cela signifierait. Si la vie a émergé indépendamment sur Titan, alors l'apparition de la vie n'est pas un accident cosmique unique. Ce n'est pas un coup de chance extraordinaire qui s'est produit une seule fois dans l'histoire de l'univers. C'est un processus naturel. Quelque chose qui se produit quand les conditions sont réunies. Eau liquide ou un autre solvant. Source d'énergie. Molécule organique. Donnez-vous ces ingrédients et attendez suffisamment longtemps et la vie émerge. Comme la cristallisation. Comme la formation des étoiles. Comme n'importe quel autre processus physique. Si c'est vrai, alors l'univers est probablement grouillant de vie. Pas seulement dans notre système solaire, mais partout. Sur les exoplanètes autour d'autres étoiles, dans les océans souterrains d'autres lunes, dans des environnements que nous n'avons même pas encore imaginés.
Nous ne serions plus une anomalie, nous serions la norme. Mais il y a une autre implication, peut-être encore plus profonde. Si nous trouvons de la vie sur Titan, et si cette vie utilise le même code génétique que nous, les mêmes acides aminés, les mêmes nucléotides, alors nous saurons quelque chose de fondamental. Soit la vie a voyagé entre les mondes, transportée par des météorites dans un processus appelé panspermie, soit il n'y a qu'une seule façon pour la chimie de construire la vie, et cette façon est universelle. Les deux possibilités sont vertigineuses, mais si nous trouvons de la vie sur Titan et qu'elle utilise une chimie complètement différente, des molécules que la vie terrestre n'utilise pas, un code génétique différent si elle en a un, alors nous saurons quelque chose d'encore plus extraordinaire. Il existe plusieurs façons de faire de la vie. La chimie peut emprunter différents chemins vers la complexité. L'arbre de la vie n'est pas unique, c'est une forêt. Et chaque monde pourrait avoir son propre arbre, poussant selon ses propres règles. Cette découverte redéfinirait la biologie. Actuellement, toute notre compréhension de la vie est basée sur un seul exemple, la vie terrestre. Nous étudions les bactéries, les plantes, les animaux, les champignons, et nous essayons d'extraire des principes généraux. Mais c'est comme essayer de comprendre les règles du football en regardant un seul match. Vous pourriez comprendre certaines choses, mais vous manqueriez probablement des règles importantes. Vous ne sauriez pas ce qui est essentiel et ce qui est accidentel. Avec un deuxième exemple de vie, même microbienne, même primitive, nous pourrions commencer à distinguer les principes universels des particularités terrestres. Nous pourrions développer une biologie vraiment comparative, une science de la vie qui transcende notre planète. Et avec cette science, nous pourrions mieux rechercher la vie ailleurs. Nous saurions quoi chercher. Nous saurions quelles signatures sont universelles et lesquelles sont spécifiques à la Terre. Il y a aussi une dimension philosophique et culturelle profonde. Pendant toute l'histoire de l'humanité, nous nous sommes considérés comme spéciaux, uniques, le centre de la création. Puis Copernic nous a montré que nous ne sommes pas au centre de l'univers. Darwin nous a montré que nous ne sommes pas séparés du reste de la vie terrestre. Nous sommes le produit de l'évolution, comme tous les autres organismes. Découvrir la vie ailleurs serait la prochaine étape de cette humilité cosmique. Nous réaliserions que nous ne sommes même pas la seule forme de vie, que notre biosphère n'est qu'une parmi d'innombrables autres. Certains pourraient trouver cette réalisation déstabilisante, mais d'autres, et j'espère que ce sera la majorité, la trouveraient libératrice, parce qu'elle signifierait que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, que la vie n'est pas un accident isolé, mais un phénomène cosmique, que partout où nous regardons, si nous regardons assez attentivement, nous pourrions trouver de la parenté, des cousins étranges, certainement, mais de la famille quand même. Et puis il y a la question pratique. Si nous trouvons de la vie microbienne sur Titan, cela influencera comment nous explorons le système solaire. Actuellement, nous prenons des précautions pour ne pas contaminer les autres mondes avec la vie terrestre. Nous stérilisons nos sondes, nous évitons les régions les plus sensibles. Mais si nous savons qu'il y a déjà de la vie indigène sur Titan, ces précautions deviendraient encore plus strictes. Nous devrions nous assurer que toute mission future ne perturbe pas cette biosphère native. Nous devrions peut-être même établir des zones protégées, des réserves naturelles cosmiques. Cela semblerait étrange, protéger des microbes sur une lune lointaine. Mais ce serait la chose responsable à faire. Parce que si la vie titanienne existe, elle aurait évolué indépendamment pendant des milliards d'années. Elle représenterait une expérience évolutive unique. La détruire serait une perte scientifique et éthique catastrophique. Imaginez découvrir une nouvelle espèce animale sur Terre, puis l'exterminer immédiatement avant même de l'étudier. Ce serait impensable. La même logique s'appliquerait à Titan. Mais revenons au présent. Dragonfly n'a pas encore décollé. Elle est actuellement en construction dans les laboratoires du Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, dans le Maryland. Des ingénieurs assemblent ses rotors. D'autres testent ses instruments scientifiques. D'autres encore programment son intelligence artificielle, lui apprenant à naviguer de manière autonome dans les cieux de Titan.
La mission a passé son examen de conception critique en avril 2025. Cela signifie que tous les plans sont approuvés, que la construction à grande échelle peut commencer. Dans 3 ans, en juillet 2028, Dragonfly sera fixé au sommet d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX. Les moteurs s'allumeront, la fusée s'élèvera, et ce drone extraordinaire commencera son long voyage vers Saturne. Pendant 6 ans, Dragonfly traversera le système solaire. Elle passera près de Vénus, utilisant la gravité de la planète pour accélérer. Puis elle reviendra vers la Terre pour une autre assistance gravitationnelle. Ensuite, elle se dirigera vers l'extérieur, vers le froid et l'obscurité du système solaire externe. Les communications avec la Terre prendront de plus en plus de temps. Quand elle atteindra Titan, un signal radio mettra 1h20 pour voyager dans chaque direction. Une conversation en temps réel sera impossible. Dragonfly devra penser par elle-même. En 2034, après 6 ans de voyage, Dragonfly atteindra Titan. Elle plongera dans l'atmosphère à une vitesse de plusieurs kilomètres par seconde. Un bouclier thermique la protégera pendant les premières minutes de friction atmosphérique. Puis des parachutes se déploieront, ralentissant sa descente. Et enfin, à environ 1 km d'altitude, les parachutes se détacheront. Les rotors s'allumeront. Et pour la première fois dans l'histoire, un engin volera de manière contrôlée dans l'atmosphère d'un monde autre que la Terre. Les premières images arriveront. Des vues aériennes de Titan, prises depuis quelques dizaines de mètres d'altitude. Nous verrons les dunes en détail, leurs crêtes, leurs vallées. Peut-être même des traces de vent récent qui les a façonnées. Puis, Dragonfly se posera. Un nuage de poussière organique s'élèvera autour d'elle. Les caméras enregistreront tout. Et les scientifiques sur Terre, recevant ces images 1h20 plus tard, retiendront leur souffle. Parce que ce sera le début. Le début d'une exploration qui pourrait changer notre compréhension de la vie. Le début d'une quête pour répondre à la question que nous nous posons depuis toujours. Sommes-nous seuls ? Peut-être que Dragonfly trouvera des preuves claires de vie. Peut-être qu'elle ne trouvera rien. Peut-être que les résultats seront ambigus, montrant des anomalies chimiques que nous ne pourrons pas expliquer définitivement. Mais quelle que soit la réponse, nous en saurons plus. Nous comprendrons mieux ce monde étrange et magnifique. Nous aurons touché un autre monde, pas seulement avec nos instruments, mais avec notre curiosité, avec notre désir de savoir, avec cette pulsion fondamentalement humaine qui nous pousse à explorer, à découvrir, à comprendre. Titan n'est pas seulement une lune, c'est un miroir qui nous montre ce que la Terre aurait pu être si l'histoire avait été légèrement différente. Un miroir qui nous montre que la chimie de la vie pourrait emprunter des chemins que nous n'avons jamais imaginés. Un miroir qui nous rappelle que l'univers est plus étrange et plus merveilleux que nos rêves les plus fous. Dans quelques années, nous saurons. Dragonfly volera, elle explorera, elle prélèvera des échantillons, elle analysera, elle cherchera. Et peut-être, dans un laboratoire chimique à la surface d'une lune gelée autour de Saturne, où le méthane pleut et où les montagnes sont faites de glace, nous découvrirons que nous avons de la compagnie dans ce vaste cosmos. Que la vie, cette chose précieuse et mystérieuse, n'est pas un accident unique, qu'elle est tissée dans le tissu même de l'univers. Et si ce jour arrive, si nous recevons un signal de Dragonfly montrant une signature chimique qui ne peut s'expliquer que par la vie, ce sera l'un des moments les plus importants de l'histoire humaine. Nous nous souviendrons où nous étions. Nous nous souviendrons ce que nous ressentions. Parce que ce sera le jour où nous avons découvert que nous ne sommes pas seuls. Mais même si Dragonfly ne trouve rien, même si Titan s'avère stérile malgré toute sa chimie complexe, cela aussi nous enseignera quelque chose de profond. Cela nous dira que l'apparition de la vie nécessite plus que de simples ingrédients chimiques. Qu'il y a des barrières que nous ne comprenons pas encore. Que le chemin de la chimie simple à la vie complexe est plus difficile que nous le pensions. Et cette connaissance guidera notre recherche ailleurs. Sur Europe, la lune de Jupiter avec son océan souterrain. Sur Encelade, la lune de Saturne qui crache des geysers d'eau dans l'espace.
sur Mars, où la vie a peut-être existé il y a des milliards d'années, quand la planète était chaude et humide. Et au-delà, sur les milliers d'exoplanètes que nous découvrons autour d'autres étoiles. La quête continue. La question demeure. Et chaque mission, chaque découverte, nous rapproche de la réponse. Titan nous attend. Ces mystères attendent d'être percés. Ces lacs de méthane attendent d'être explorés. Son océan souterrain attend d'être sondé. Et peut-être, quelque part dans ce monde gelé, quelque chose respire, quelque chose vit. Quelque chose qui nous prouvera une fois pour toutes que l'univers n'est pas un désert vide, mais un jardin grouillant de vie, sous des formes que nous commençons à peine à imaginer. Si cette histoire vous a fasciné, si elle vous a fait réfléchir sur notre place dans l'univers, alors soutenez cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur le pouce en l'air, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'émerveille devant les mystères du cosmos, parce que nous continuerons à explorer ces questions. Nous continuerons à suivre les missions qui repoussent les frontières de notre connaissance. Et vous ne voudrez rien manquer. La prochaine grande découverte pourrait arriver demain, ou dans 10 ans, mais elle arrivera. Et ensemble, nous serons là pour en témoigner. Merci d'avoir regardé, et continuez à lever les yeux vers les étoiles. Mais avant que Dragonfly ne décolle, avant qu'elle ne commence son voyage épique vers Titan, nous devons comprendre quelque chose de fondamental. Pourquoi Titan ? Pourquoi investir plus de 3 milliards de dollars dans l'exploration d'une lune gelée quand nous avons tant de problèmes à résoudre sur Terre ? Cette question revient constamment, et elle mérite une réponse honnête. Parce que la valeur de l'exploration spatiale ne se mesure pas seulement en découvertes scientifiques. Elle se mesure aussi en ce qu'elle révèle sur nous-mêmes, sur notre capacité à poser des questions difficiles, sur notre volonté de chercher des réponses, même quand ces réponses pourraient ébranler nos certitudes, sur notre courage à regarder au-delà de notre horizon immédiat et à imaginer des possibilités que nous n'aurions jamais envisagées autrement. Titan nous force à repenser nos définitions les plus basiques. Qu'est-ce qu'une planète habitable ? Pendant des décennies, nous avons cherché des exoplanètes dans la zone habitable de leur étoile. Cette région où la température permet à l'eau d'être liquide. Nous appelions cela la zone boucle d'or. Ni trop chaude, ni trop froide. Juste ce qu'il faut. Mais Titan n'est pas dans cette zone. Titan est gelé. L'eau sur Titan est aussi dure que de l'acier. Et pourtant, Titan pourrait abriter la vie. Cela signifie que notre définition était trop étroite, que nous cherchions au mauvais endroit, ou plutôt, que nous ne cherchions pas dans assez d'endroits. L'univers est plus créatif que nous le pensions. Les lunes glacées autour de planètes géantes peuvent avoir des océans souterrains réchauffés par les forces de marée. Les atmosphères épaisses peuvent créer des environnements où des liquides autres que l'eau peuvent couler. La chimie peut emprunter des chemins que nous n'avons jamais explorés en laboratoire. Chaque fois que nous regardons de plus près, nous découvrons que nos hypothèses étaient limitées par notre imagination. Et cette leçon s'étend au-delà de la science. Elle touche à la façon dont nous pensons le monde. Combien de fois dans l'histoire avons-nous déclaré quelque chose d'impossible pour ensuite découvrir que nous avions tort ? Les humains ne peuvent pas voler. Sauf que maintenant, nous le pouvons. Les machines ne peuvent pas penser. Sauf que l'intelligence artificielle progresse chaque jour. La vie ne peut exister que dans l'eau. Sauf que peut-être, sur Titan, elle existe dans le méthane. Chaque impossible qui devient possible élargit notre compréhension de ce qui est réel. Et dans un monde où nous sommes confrontés à des défis sans précédent, cette capacité à imaginer de nouvelles possibilités est peut-être notre atout le plus précieux. Si nous pouvons imaginer la vie dans les lacs de méthane glacés de Titan, peut-être pouvons-nous imaginer des solutions aux problèmes qui semblent insolubles sur Terre. Le changement climatique, la crise énergétique, les inégalités. Ces défis demandent de la créativité, de la pensée innovante, de la volonté de remettre en question nos hypothèses. L'exploration spatiale cultive exactement ces qualités. Il y a aussi quelque chose de profondément émouvant dans le fait que des êtres humains,
des créatures qui ont évolué sur une petite planète rocheuse puissent concevoir et construire une machine capable de voler de manière autonome sur un monde à 1 milliard de kilomètres. Pensez à ce que cela représente. Des milliers d'ingénieurs travaillant ensemble, des scientifiques de dizaines de pays collaborant, des technologies développées au fil de décennies, chacune construite sur les épaules de celles qui l'ont précédée. Le radar pour percer la brume de Titan, les générateurs nucléaires pour alimenter la mission, l'intelligence artificielle pour naviguer de manière autonome, les spectromètres de masse pour analyser la chimie. Rien de tout cela n'existait il y a un siècle. Et maintenant, nous les combinons pour explorer un monde que nos ancêtres ne pouvaient même pas voir à l'œil nu. C'est un témoignage de ce que l'humanité peut accomplir quand elle se concentre sur un objectif commun, quand elle met de côté ses divisions et travaille ensemble vers quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et puis il y a l'aspect pratique. Les technologies développées pour l'exploration spatiale trouvent souvent des applications inattendues sur Terre. Les panneaux solaires qui alimentent votre calculatrice, développés pour les satellites. Les filtres à eau que vous utilisez en camping, technologie de la Station spatiale internationale. Les matériaux isolants qui gardent votre maison au chaud, inspirés des combinaisons spatiales. La liste est longue, et les technologies développées pour Dragonfly suivront probablement le même chemin. Les algorithmes de navigation autonome pourraient améliorer les drones de livraison ou les véhicules autonomes. Les instruments d'analyse chimique ultrasensibles pourraient révolutionner la détection des polluants ou le diagnostic médical. Les matériaux capables de résister au froid extrême de Titan pourraient trouver des applications dans le stockage d'énergie cryogénique. Nous ne savons pas encore quelles seront ces retombées, mais l'histoire suggère qu'elles seront significatives. Mais au-delà de tout cela, au-delà des arguments pratiques et technologiques, il y a quelque chose de plus fondamental. L'exploration spatiale nourrit l'âme humaine. Elle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus vaste. Que notre petite planète bleue orbite autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie de centaines de milliards d'étoiles, dans un univers de billions de galaxies. Cette perspective peut sembler humiliante. Et elle l'est. Mais elle est aussi libératrice, parce qu'elle nous montre que nos querelles quotidiennes, nos divisions politiques, nos frontières arbitraires, tout cela est insignifiant à l'échelle cosmique. Vu de Saturne, la Terre n'est qu'un point pâle bleu, un pixel dans une photographie. Et tous les humains qui ont jamais vécu, tous les rois et les reines, tous les généraux et les philosophes, tous les artistes et les scientifiques, tous ont vécu leur vie sur ce petit point. Cette réalisation devrait nous rendre humbles. Et elle devrait nous unir. Parce que nous partageons ce fragile vaisseau spatial qui traverse l'immensité de l'espace. Et si nous voulons survivre, si nous voulons prospérer, nous devons apprendre à travailler ensemble. Titan nous montre aussi à quel point notre Terre est spéciale, à quel point les conditions qui permettent à la vie telle que nous la connaissons sont délicates. Notre atmosphère contient juste assez d'oxygène. Notre distance au Soleil est juste bonne. Notre champ magnétique nous protège des radiations. Notre Lune stabilise notre axe de rotation, évitant des fluctuations climatiques sauvages. Tous ces facteurs, et des dizaines d'autres, se combinent pour faire de la Terre un havre pour la vie. Et cette vie, cette biosphère complexe et interconnectée, est le résultat de milliards d'années d'évolution. Elle est irremplaçable. Si nous la détruisons, si nous rendons notre planète inhabitable, il n'y a nulle part où aller. Mars est un désert gelé. Vénus est un enfer acide. Titan, malgré toute sa chimie fascinante, est à moins 180 degrés. Nous n'avons qu'une seule maison, et nous devons en prendre soin. L'exploration spatiale ne nous donne pas une sortie de secours. Elle nous donne de la perspective. Elle nous montre à quel point nous sommes chanceux, et à quel point nous serions stupides de gaspiller cette chance. Revenons maintenant à la science pure, à ce que Dragonfly pourrait découvrir. Imaginons un scénario. Dragonfly atterrit dans le cratère Cell. Elle prélève un échantillon du sol glacé. Le spectromètre de masse analyse l'échantillon.
Et dans les données, parmi les milliers de pics représentant différentes molécules, il y a quelque chose d'inhabituel. Une molécule organique complexe, un polymère, une chaîne de sous-unités répétées. Ce n'est pas quelque chose que la chimie aléatoire produit facilement. Cela suggère un processus organisé, un mécanisme de réplication. L'équipe scientifique sur Terre, recevant ces données, est intriguée. Ils demandent à Dragonfly de prélever plus d'échantillons. D'autres citent dans le cratère. Et les résultats sont cohérents. Cette molécule polymère apparaît partout. Toujours avec la même structure de base. Toujours avec les mêmes sous-unités. Puis ils remarquent autre chose. Cette molécule existe en 2 formes miroirs. Mais dans les échantillons, une forme domine massivement. 95% gauche, 5% droite. C'est de l'homochiralité. C'est une signature de sélection. De biologie. L'excitation monte. Mais les scientifiques sont prudents. Ils cherchent d'autres explications. Pourrait-il y avoir un processus chimique non biologique qui favorise une forme sur l'autre? Peut-être une réaction catalysée par des surfaces minérales, avec une asymétrie spécifique? C'est possible, mais peu probable. Ils cherchent d'autres indices. Ils analysent les rapports isotopiques. Le carbone dans cette molécule est légèrement enrichi en carbone 12 par rapport au carbone 13. C'est un autre indice de processus biologique, qui préfère généralement les isotopes plus légers. Mais encore une fois, ce n'est pas une preuve définitive. Des processus géochimiques peuvent aussi créer de tels fractionnements. Alors ils cherchent des structures. Ils utilisent les caméras de Dragonfly avec un objectif macro. Ils examinent les échantillons à haute résolution. Et ils voient quelque chose. De petites sphères, des vésicules, des structures creuses avec des parois définies. Certaines ont un diamètre de quelques micromètres. Elles ressemblent à des cellules. Elles ressemblent à de la vie. Mais même cela n'est pas une preuve absolue. Des vésicules peuvent se former par des processus purement chimiques. Des lipides dans l'eau forment spontanément des liposomes. Peut-être que sur Titan, d'autres molécules forment des structures similaires sans être vivantes. Les scientifiques débattent. Ils publient leurs résultats. La communauté scientifique mondiale se divise. Certains sont convaincus que c'est de la vie, d'autres restent sceptiques. Le débat fait rage pendant des années. De nouvelles missions sont proposées. Une mission pour retourner des échantillons de Titan à la Terre, où ils pourraient être analysés avec des instruments plus sophistiqués. Une mission pour forer dans la glace et atteindre l'océan souterrain. Une mission pour placer un sous-marin dans l'un des lacs de méthane et explorer directement ses environnements. La recherche de vie sur Titan devient une priorité scientifique mondiale. Des milliards sont investis. Des milliers de chercheurs travaillent sur le problème. Et lentement, pièce par pièce, la réponse émerge. Ou peut-être que le scénario est différent. Peut-être que Dragonfly ne trouve rien. Aucune molécule inhabituelle. Aucune homochiralité. Aucune structure ressemblant à des cellules. Juste de la chimie. Complexe, oui. Fascinante, certainement. Mais non biologique. Les modèles de métabolisme basés sur le méthane sont testés et réfutés. L'hydrogène manquant s'explique par une réaction de surface que personne n'avait prévue. L'acétylène disparu se dissout simplement dans les lacs de méthane à des concentrations plus élevées que prévues. Toutes les anomalies ont des explications chimiques. Titan est stérile. C'est un monde de chimie pure, sans biologie. Cette découverte est décevante pour certains, mais elle est aussi précieuse, parce qu'elle nous dit quelque chose d'important. Elle nous dit que la vie n'émerge pas facilement, qu'il ne suffit pas d'avoir des molécules organiques et un solvant liquide, qu'il faut quelque chose de plus, peut-être une source d'énergie plus forte, peut-être des cycles chimiques spécifiques, peut-être un coup de chance extraordinaire. Nous ne savons pas. Mais savoir que Titan est stérile guide nos recherches ailleurs. Ou peut-être, et c'est le scénario le plus probable, les résultats sont ambigus.
Dragonfly trouve des choses intéressantes, des anomalies qui pourraient être biologiques, mais rien de définitif. La question reste ouverte, et c'est frustrant. Mais c'est aussi le fonctionnement normal de la science. Les grandes questions ne se résolvent pas avec une seule mission. Elles nécessitent des décennies de travail, des missions multiples, des instruments de plus en plus sophistiqués, un effort soutenu et patient. La recherche de vie sur Titan pourrait occuper des scientifiques pendant le reste de ce siècle. Et c'est bien, parce que les meilleures questions sont celles qui ne se résolvent pas facilement, celles qui nous obligent à pousser les limites de notre technologie et de notre imagination, celles qui demandent de la persévérance et de la collaboration. Titan est une de ces questions, et nous venons juste de commencer à l'explorer. Dans tous ces scénarios, une chose est certaine. Dragonfly changera notre compréhension de Titan. Elle révélera des détails que nous ne pouvons même pas imaginer. Elle prendra des photos qui étonneront le monde. Elle mesurera des choses que personne n'a jamais mesurées. Elle volera là où aucune machine n'a jamais volé. Et ce faisant, elle inspirera. Des millions de personnes suivront la mission. Des enfants verront les images et décideront de devenir scientifiques. Des ingénieurs relèveront le défi de concevoir la prochaine génération d'explorateurs. Des philosophes méditeront sur les implications. Des artistes créeront des œuvres inspirées par les paysages étranges de Titan. L'impact d'une mission comme Dragonfly s'étend bien au-delà des résultats scientifiques directs. Elle touche la culture. Elle façonne notre vision du futur. Elle nous rappelle que nous sommes une espèce exploratrice, que nous ne sommes pas satisfaits de rester sur place, que nous voulons voir ce qui se trouve au-delà de la prochaine colline, au-delà de la prochaine planète, au-delà de la prochaine étoile. Et peut-être, dans quelques décennies, quand nous regarderons en arrière sur cette époque, nous verrons Dragonfly comme le début de quelque chose de beaucoup plus grand, le début de l'exploration régulière des lunes du système solaire externe, le début de la recherche systématique de vie au-delà de la Terre, le début d'une nouvelle ère où l'humanité ne se contente plus d'observer l'univers de loin, mais y participe activement, où nous ne sommes plus des spectateurs, mais des explorateurs, où nous ne nous demandons plus si nous sommes seuls, mais où nous trouvons nos voisins cosmiques, aussi étranges soient-ils. Ce futur est possible, il est à portée de main. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté de le poursuivre. La curiosité pour poser les questions, le courage pour chercher les réponses, et la sagesse pour accepter ce que nous découvrons, même si cela ébranle nos certitudes les plus profondes. Titan attend. Ses secrets sont enfouis dans sa glace, dissous dans ses lacs, flottant dans son atmosphère. Et dans quelques années, nous commencerons à les découvrir. Un vol à la fois, un échantillon à la fois. Une analyse à la fois. Lentement, patiemment, nous assemblerons le puzzle. Nous comprendrons comment ce monde fonctionne. Nous saurons s'il abrite la vie ou s'il est stérile. Et quelle que soit la réponse, nous serons transformés par la quête elle-même. Parce que c'est ce que l'exploration fait. Elle nous change. Elle élargit nos horizons. Elle nous montre que l'univers est plus vaste, plus étrange et plus merveilleux que nous ne l'imaginions. Et dans un monde qui peut parfois sembler petit et étouffant, cette perspective est inestimable. Elle nous rappelle qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Toujours une nouvelle question à poser, toujours un nouveau mystère à résoudre. L'aventure ne s'arrête jamais, elle ne fait que commencer. Il y a un dernier aspect de Titan que nous devons explorer, un aspect qui lie tous les autres ensemble, la relation entre les deux mondes potentiels de Titan. La surface, avec ses lacs de méthane et sa chimie organique exotique, et les profondeurs, avec leur océan d'eau et d'ammoniac. Ces deux environnements sont séparés par 50 km de glace. Mais sont-ils vraiment isolés? Ou existe-t-il des connexions? Des passages? Des échanges entre ces deux royaumes? Les scientifiques pensent que ces connexions existent. Les impacts de météorites en sont un exemple. Quand un gros astéroïde frappe Titan, il peut creuser un cratère assez profond
pour atteindre l'océan souterrain. Pendant quelques heures ou quelques jours, l'eau liquide de cet océan entre en contact direct avec la surface. Elle se mélange avec les composés organiques. Elle réagit avec eux. Des molécules complexes se forment, puis tout gèle à nouveau. Mais pendant ce bref instant, les deux mondes se touchent. Et qui sait ce qui pourrait se passer dans ces moments fugaces de contact ? Il y a aussi le cryovolcanisme. Si Titan possède effectivement des volcans de glace, comme certaines observations de Cassini le suggèrent, alors ces volcans sont des conduits directs entre l'océan souterrain et la surface. Quand un cryovolcan entre en éruption, il ne crache pas de la lave de roche fondue comme sur Terre. Il crache de l'eau liquide mélangée à de l'ammoniac. Et cette eau vient de l'océan profond. Elle pourrait transporter des molécules dissoutes. Elle pourrait même transporter des microbes, si l'océan en contient. Ces microbes ne survivraient probablement pas au contact de la surface glacée. Mais certains de leurs composants chimiques pourraient persister. Leurs membranes lipidiques pourraient geler intactes. Leur matériel génétique, s'ils en ont, pourrait être préservé dans la glace. Et si nous analysions ces dépôts volcaniques, nous pourrions trouver des traces de vie venant des profondeurs, des fossiles chimiques, des signatures moléculaires, des preuves indirectes que l'océan souterrain n'est pas stérile. Le flux inverse est également possible. Des molécules organiques de la surface pourraient descendre vers l'océan. Cela prendrait du temps, des millions d'années. Mais la glace n'est pas parfaitement imperméable. Elle a des fissures, des fractures créées par les forces de marée. Des zones de faiblesse où le mouvement différentiel de la croûte crée des ouvertures. Les molécules organiques pourraient s'infiltrer lentement à travers ces fissures. Elles pourraient descendre, grain par grain, molécule par molécule, jusqu'à atteindre l'océan. Et là, elles fourniraient des nutriments pour toute vie qui pourrait exister. Du carbone, de l'énergie chimique. Les ingrédients dont la vie a besoin pour prospérer. Cette possibilité d'échange entre les deux environnements crée une situation fascinante. Si la vie existe dans l'océan souterrain, elle pourrait recevoir régulièrement des apports organiques de la surface. Et si la vie existe à la surface, dans les lacs de méthane, elle pourrait occasionnellement rencontrer des molécules venant des profondeurs lors d'éruptions cryovolcaniques. Les deux biosphères, si elles existent, ne seraient pas complètement isolées. Elles pourraient même interagir de manière subtile. Peut-être que des molécules organiques complexes, produites par une vie basée sur le méthane à la surface, pourraient servir de nutriments pour une vie basée sur l'eau dans les profondeurs, ou l'inverse. C'est de la spéculation pure. Mais c'est une spéculation basée sur ce que nous savons de la géologie et de la chimie de Titan. Et c'est exactement le genre de possibilité excitante que Dragonfly aidera à explorer. Imaginons maintenant ce qui pourrait se passer dans les décennies à venir. Dragonfly atterrit en 2034. Elle explore Titan pendant 3 ans. Elle collecte des tonnes de données. Elle prend des milliers d'images. Elle analyse des centaines d'échantillons. Les scientifiques passent des années à analyser ces données. Ils publient des centaines d'articles. Ils font des découvertes inattendues. Et inévitablement, ces découvertes soulèvent de nouvelles questions. Des questions qui ne peuvent être répondues qu'en retournant sur Titan. Mais la prochaine fois, avec des instruments différents. Avec des objectifs différents. Peut-être que la mission suivante sera un atterrisseur qui se pose au bord d'un lac de méthane. Il déploie une petite sonde flottante. Cette sonde navigue sur le lac, mesurant sa profondeur, sa composition chimique, la présence de courant. Elle prélève des échantillons du liquide à différentes profondeurs. Elle cherche des gradients chimiques, des zones où certaines molécules sont plus concentrées, des indices d'activité biologique. C'est techniquement difficile. Le méthane liquide à moins 180 degrés pose des défis énormes pour les matériaux et l'électronique. Mais c'est faisable. Et les réponses que nous obtiendrions en valent la peine. Ou peut-être que la mission suivante sera un foreur. Un engin qui se pose à la surface et commence à forer à travers la glace. Centimètre par centimètre. Mètre par mètre. Kilomètre par kilomètre. L'objectif ? Atteindre l'océan souterrain. C'est un défi immense. Forer à travers 50 km de glace, sa température, sa salinité.
Nous pourrions chercher des signes de vie, des microbes, des molécules organiques complexes, des gradients chimiques suggérant une activité biologique. Ce serait la mission du siècle. Ou peut-être que nous n'aurons pas besoin de forêt. Peut-être que nous trouverons un raccourci, une grotte, une fissure profonde, un conduit cryovolcanique inactif. Quelque chose qui nous donne accès à l'océan sans avoir à traverser toute la croûte de glace. Cassini a détecté quelques structures qui pourraient être des ouvertures de ce type. Mais les images n'étaient pas assez détaillées pour être certain. Dragonfly, avec ses caméras haute résolution, pourrait les identifier clairement, et une mission ultérieure pourrait les explorer. Envoyer une sonde dans les profondeurs, descendre à travers ces tunnels de glace, émerger dans l'océan souterrain, allumer ses lumières, et voir ce qui se trouve là. Ce serait l'une des plus grandes aventures de l'histoire humaine. L'équivalent de la descente dans la fosse des Mariannes, mais sur un autre monde, à un. Et au cours du siècle prochain, nous pourrions assembler une compréhension complète de ce monde étrange et fascinant. Nous pourrions répondre définitivement à la question de la vie sur Titan. Nous pourrions cartographier son océan souterrain. Nous pourrions comprendre son climat et sa météorologie. Nous pourrions peut-être même établir une présence humaine permanente, des avant-postes, des bases de recherche, des colonies. C'est de la science-fiction pour l'instant. Mais il fut un temps où atterrir sur la Lune était aussi de la science-fiction. Puis nous l'avons fait. Titan représente un nouveau type de défi pour l'humanité. Ce n'est pas juste une question scientifique, c'est une question philosophique. Une question sur qui nous sommes et qui nous voulons être. Sommes-nous une espèce qui se contente de regarder l'univers de loin? Ou sommes-nous une espèce qui explore, qui prend des risques, qui repousse les frontières? L'histoire suggère que nous sommes explorateurs, que depuis que nos ancêtres sont sortis d'Afrique il y a des dizaines de milliers d'années, nous avons toujours voulu voir ce qui se trouvait au-delà de l'horizon. Cette pulsion est codée dans nos gènes, dans notre culture, dans nos histoires et nos rêves. Et maintenant, l'horizon ne s'arrête plus au bord de l'océan ou au sommet d'une montagne. Il s'étend jusqu'aux étoiles, jusqu'aux lunes de Saturne, jusqu'aux confins du système solaire et au-delà. Titan nous appelle, non pas avec des mots, mais avec ses mystères, avec ses lacs étranges et son atmosphère dorée, avec la possibilité, aussi mince soit-elle, qu'elle abrite une forme de vie que nous n'aurions jamais imaginée, avec la certitude qu'elle détient des réponses à des questions que nous n'avons pas encore formulées. Et dans quelques années, quand Dragonfly décollera de Cap Canaveral, quand ses moteurs rugueront et qu'elle s'élèvera dans le ciel de Floride, ce sera plus qu'un simple lancement. Ce sera une affirmation. Une déclaration que l'humanité n'est pas satisfaite de l'ignorance, que nous voulons savoir, que nous osons rêver, et que nous avons le courage de poursuivre ces rêves, même quand ils nous emmènent à 1 milliard de kilomètres de chez nous, vers un monde de méthane gelé sous un ciel orange, où la vérité nous attend.